Tu nous dois 150 000 euros. Mon père n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma semaine. Il a juste pointé un index épais vers ma poitrine et a violemment écrasé un registre graisseux sur la table du déjeuner dominical. Pour le bras de ton frère, pour les chirurgies, il est temps de payer la dette du sang, Léa. Il a poussé un plan de remboursement vers moi. À partir d'aujourd'hui, tu transfères 3 000 euros par mois sur ce compte ou tu es banni de cette famille. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi mes propres parents me regardaient comme un distributeur automatique avec un pouls. Au lieu de cela, un calme froid et étrange m'a envahi. C'est le même sentiment que j'éprouve au travail lorsque je trouve une anomalie dans un bilan financier. Le moment où l'on réalise que les chiffres ne mentent pas, mais que les gens, si. J'ai regardé le plan de remboursement que mon père avait jeté sur la nappe. 3 000 euros par mois, indéfiniment. Tu as raison, ai-je dit. La tension dans la pièce a changé de fréquence. Elle est passée de l'agressivité à la confusion. Ma mère, Isabelle, a cligné des yeux, sa main flottant au-dessus de son verre de vin. Mon père, Philippe, a froncé les sourcils, s'attendant à une dispute qu'il avait déjà répétée 1000 fois. Tu es d'accord ? A-t-il demandé, méfiant. Je suis d'accord que toute dette doit être payée, ai-je répondu d'une voix ferme. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé et je l'ai posé sur la table, l'écran face contre la nappe. Mais si je dois verser la moitié de mon salaire pour le reste de ma vie, j'ai besoin de l'entendre encore une fois. J'ai besoin qu'on me rappelle exactement ce que je paie. Je me suis tournée vers Théo. Il était affalé dans sa chaise, se curant les dents, savourant ce soudain basculement de pouvoir. Raconte-moi, Théo, ai-je dit, en gardant une voix douce, presque respectueuse. Raconte-moi cette nuit dans l'impasse. Dis-moi comment tu m'as sauvé. Théo s'est redressé. C'était son passage préféré, l'évangile de son propre héroïsme. Il s'est raclé la gorge, ses yeux se tournant vers nos parents pour s'assurer qu'ils regardaient bien. On rentrait à la maison, a commencé Théo, sa voix prenant un poids dramatique exercé. J'ai vu ces 3 gars nous suivre. Je savais qu'ils allaient te faire du mal, alors je me suis mis devant. Je t'ai dit de courir. J'ai pris le premier coup. J'ai pris la barre de fer sur le bras pour que tu puisses t'échapper. Ma mère a reniflé, essuyant une larme. Il a failli mourir pour toi, Léa. J'ai observé le visage de Théo. J'ai vu la satisfaction suffisante d'un menteur qui a raconté l'histoire tant de fois qu'il finit par y croire réellement. Mais alors qu'il parlait, le vrai souvenir a flashé dans mon esprit, vif et violent. Il y a 10 ans, nous rentrions à pied. Théo a vu les ombres le premier. Il ne s'est pas mis devant moi. Il m'a attrapé par les épaules et m'a poussé violemment vers la gueule obscure de l'impasse. « Prenez-la » a-t-il hurlé. « C'est elle que vous voulez ?» Il ne s'est pas battu. Il a couru. Il s'est enfui à toutes jambes, laissant sa sœur de 14 ans comme appât. Les membres du gang ne m'ont pas touché. Ils ont ri. L'un d'eux a secoué la tête et a dit « Ton frère est une vraie balance. » Ils l'ont poursuivi parce que courir rendait la chose amusante pour eux. Ils l'ont rattrapé 2 rues plus loin et lui ont brisé le bras parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer et de supplier. De retour à la table, Théo terminait sa performance. « Ça a fait un mal de chien, » dit-il, se frottant le bras pour l'effet. « Mais je le referai parce que c'est ce qu'un frère fait. Je t'ai protégé. » Je l'ai regardé. J'ai regardé mes parents qui avaient érigé un autel à un lâche parce qu'ils avaient tellement besoin d'un héros qu'ils étaient prêts à sacrifier leur fille pour en construire un de toutes pièces. Tu es vraiment un héros, Théo, ai-je dit. Tu as pris ce passage à tabac tout seul. Tu parles que je l'ai fait, a-t-il répondu crânement. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. L'application mémo vocale a arrêté l'enregistrement. Je l'avais. La confession, le pourquoi, le fondement même de tout leur chantage moral, capturé en haute définition audio. Très bien,
ai-je dit en reprenant mon téléphone. Maintenant que nous avons établi la dette, parlons de la façon dont je vais la payer. Il pensait m'avoir tendu un piège. Il pensait que ce déjeuner était une attaque surprise, une frappe calculée sur ma culpabilité alors que mes défenses étaient baissées. Il me regardait, moi la fille discrète, l'experte comptable fiable, et voyait une victime idéale. Mais ils ont oublié ce que je fais réellement dans la vie. Je ne fais pas que manipuler des chiffres. Je suis analyste senior en fraude pour un cabinet d'audit légal à Lyon. Je passe mes journées à traquer des fantômes dans la machine, des sociétés écrans, des actifs cachés et des gens qui se croient plus malins que les traces numériques qu'ils laissent derrière eux. J'étais au courant de cette réunion il y a 3 semaines. Tout a commencé par une notification sur mon téléphone à 2 heures du matin. Une alerte automatisée d'un service de surveillance du crédit. Nouvelle demande de prêt personnel à haut risque. Montant, 60 000 €. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé la banque dans une rage larmoyante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Tracer la demande n'a pas nécessité de mandat de justice. Cela a à peine nécessité un café. Les demandeurs étaient d'une négligence crasse. Ils avaient utilisé un réseau privé, mais ils s'étaient connectés à leur compte de messagerie personnelle depuis la même adresse IP 5 minutes auparavant. J'ai regardé l'écran, la lumière bleue illuminant mon appartement au milieu de la nuit. L'empreinte numérique pointait vers un endroit précis, le 42 rue des Lilas, la maison de mes parents. Je suis restée assise dans le noir, faisant défiler les données. Ce n'était pas juste un prêt. C'était un véritable assaut financier. Des cartes de crédit à mon nom, des prêts personnels, même une tentative d'accéder à mon assurance vie. Ils n'étaient pas seulement tombés dans des difficultés financières. Ils essayaient activement de me vider de l'intérieur. Ils volaient mon avenir pour payer le passé de Théo. La plupart des gens auraient appelé la gendarmerie sur le champ. Mais dans mon métier, on ne frappe pas quand on voit la fumée. On attend de voir l'incendiaire tenir l'allumette. Il faut l'intention. Il faut qu'ils croient s'en être sortis pour qu'ils deviennent imprudents et signent leur nom sur la ligne pointillée. Alors j'ai attendu. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie. J'ai laissé ma mère organiser ce déjeuner. J'ai laissé Isabelle préparer le gigot d'agneau et dresser la table et répéter leur discours sur l'unité familiale et les dettes de sang. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la table. Elle m'observait avec un regard d'espoir prédateur, pensant que ses larmes avaient fonctionné. Elle pensait manipuler sa petite fille. Elle ne réalisait pas qu'elle était assise en face d'une auditrice qui avait déjà constitué tout le dossier de preuve. Alors, a dit Philippe, sa voix résonnant d'une fausse autorité, me ramenant au présent. Nous avons les papiers prêts. C'est juste une formalité, une procuration, pour que nous puissions gérer les paiements directement depuis ton compte. C'est plus propre comme ça. Il a sorti de sous la table une épaisse enveloppe Kraft. J'ai regardé l'enveloppe. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais vu les brouillons numériques il y a des semaines. Ce n'était pas un plan de remboursement. C'était une condamnation à mort financière. Plus propre, ai-je répété. Exactement, a ajouté Isabelle, poussant l'enveloppe vers moi après la saucière. Nous ne voulons pas que tu aies à te soucier de la logistique chaque mois. Nous gérerons le fardeau pour toi. J'ai touché le papier. Il semblait lourd de mensonges. Vous avez vraiment pensé à tout, ai-je dit. Nous voulons juste t'aider à faire ce qui est juste, a ajouté Philippe. J'ai souri. C'était le même sourire que je donne aux fraudeurs juste avant de faire glisser les preuves accablantes sur la table d'interrogatoire. Je ne peux pas signer ça, ai-je dit doucement. Le visage de Philippe s'est assombri instantanément. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas le signer, ai-je répété, ma voix plate et clinique. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce que les actifs que vous essayez d'utiliser comme garantie n'existent plus. Le silence est devenu absolu. Ce n'était pas le calme confus de tout à l'heure. C'était le silence terrifié de prédateurs réalisant brusquement que la porte de la cage était ouverte. Comment ça, n'existe plus? A demandé Isabelle, sa voix tremblant légèrement.
Nous avons vu l'acte de propriété chez le notaire. Nous avons vu l'estimation la semaine dernière. La valeur de la maison est bien là. La valeur était là, ai-je corrigé. Il y a 2 jours, j'ai fouillé à nouveau dans mon sac. Cette fois, j'ai sorti une seule feuille de papier, la photocopie d'un chèque de banque. J'ai vendu la maison, ai-je annoncé. Il y a 48 heures. C'était un accord de cession-bail avec une société d'investissement privé. Ils l'ont acheté en espèces. Nous avons signé hier matin. Philippe s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée bruyamment. Tu as vendu ma maison. Ce n'a jamais été ta maison, Philippe, ai-je répliqué, ma voix glaciale. C'était ma maison. Mon nom sur l'acte. Mon nom sur l'hypothèque que j'ai remboursée seule. Elle appartient désormais à une société holding basée au Luxembourg. Mais l'argent? A-t-il hurlé, son visage prenant une nuance de pourpre dangereuse. Où est passé l'argent? Je l'ai mis à l'abri, ai-je dit calmement. Dans une fiducie irrévocable à laquelle vous ne pouvez pas toucher, gérée par un cabinet spécialisé dans la protection des actifs. Vous ne pouvez pas me poursuivre pour cela. Vous ne pouvez pas emprunter dessus. Et vous ne pouvez certainement pas falsifier ma signature pour obtenir un prêt sur une propriété que je ne possède même plus. J'ai vu la réalisation les frapper comme un coup de poing physique. Le document de procuration dans la main d'Isabelle, l'arme qu'ils avaient forgée pour m'asservir, n'était plus qu'un morceau de papier sans la moindre valeur. Espèce de traîtresse, a murmuré Isabelle. Nous avions besoin de cet argent pour la famille. Non, ai-je rectifié, vous aviez besoin de cet argent pour lui. J'ai pointé Théo du doigt. Vous en aviez besoin parce qu'il a encore flambé l'argent de son loyer au poker en ligne, parce qu'il doit de l'argent à des gens qui n'envoient pas de lettres polies. Théo a tressailli. Il ne s'attendait pas à ce que je sois au courant de ses dettes de jeu. J'ai vu les relevés de cartes de crédit aussi, Théo. Les casinos en ligne, les paris sportifs. Tu n'as pas perdu ton emploi à cause de la crise. Tu as été viré pour avoir volé dans la caisse de ton magasin pour couvrir tes pertes de jeu. Philippe a frappé du poing sur la table, faisant s'entrechoquer violemment la vaisselle. Ça suffit. Je me fiche de ce que tu as vendu. Tu nous dois toujours de l'argent. Tu as signé un contrat verbal le jour où ton frère a pris ce passage à tabac pour toi. Un contrat verbal? J'ai éclaté d'un rire sec et sans humour. Basé sur un mensonge pur et simple. Ce n'était pas un mensonge, a hurlé Philippe. Il t'a sauvé la vie. Vraiment? Ai-je demandé. Alors pourquoi ai-je trouvé ceci? J'ai sorti la dernière feuille de papier de mon dossier. C'était un extrait officiel du Fonds de garantie des victimes d'infraction. Qu'est-ce que c'est que ça? A grogné Philippe, fixant le papier dans ma main comme si c'était une arme chargée. C'est un reçu, ai-je dit. Un reçu du passé. J'ai fait glisser l'imprimé sur la table. Il s'est arrêté juste devant lui, à côté du registre graisseux. 150 000 €, ai-je lu à haute voix. Versé en 2014 par le Fonds d'indemnisation. Demandeur, Philippe et Isabelle Bernard. Bénéficiaire, Théo Bernard. Le visage de ma mère a blanchi si brusquement qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir sur le champ. Philippe fixait le papier, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Vous avez déjà été payé par l'État, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour percer leur état de choc. Vous avez déposé une réclamation pour chaque chirurgie, chaque séance de kiné, chaque boîte d'aspirine. Le fonds de garantie a tout pris en charge. Cet argent était pour sa douleur et sa souffrance. A crié Isabelle. C'était une compensation. Exactement, ai-je dit. Une compensation, ce qui signifie que la dette est réglée légalement. Mais vous ne l'avez pas seulement dépensé pour lui, n'est-ce pas? Vous l'avez dépensé, puis vous avez gardé ce vieux registre. Vous avez gardé les reçus et vous avez décidé de me facturer la même note une deuxième fois, 10 ans plus tard. J'ai regardé Théo. Il ne ricanait plus du tout. Il avait l'air physiquement malade. On appelle ça une double facturation, Théo, ai-je dit.
Et aux yeux de la loi française, ce n'est pas seulement de la cupidité. C'est une fraude à l'assurance caractérisée, un délit pénal. Tu ne peux pas prouver qu'on l'a dépensé ailleurs, a bégayé Philippe, désespéré. Je n'ai pas besoin de le faire, ai-je dit, les relevés bancaires que j'ai récupérés prouvent tout. Vous avez utilisé cet argent pour rembourser vos propres dettes de jeu en 2015. Vous l'avez utilisé pour acheter ce bateau à moteur que vous ne pouviez pas vous offrir. Vous n'avez pas dépensé un seul centime pour le rétablissement de Théo que l'État n'ait pas déjà remboursé. Espèce de petite sorcière ingrate. Philippe s'est brusquement jeté à travers la table pour arracher le papier de mes mains. Je l'ai récupéré d'un geste vif. Attention, papa. Ce n'est qu'une copie. L'original est déjà en sécurité chez mon avocat. Tu es en train de détruire cette famille, a hurlé Isabelle en pleurant. Pour de l'argent, pour de la paperasse. Non, ai-je répondu, je détruis votre modèle économique criminel. Vous n'avez pas une famille. Vous avez une pyramide de Ponzi. Et je suis votre dernière investisseuse, celle qui ferme la marche. Nous allons te poursuivre en justice, a hurlé Philippe. Nous allons te poursuivre pour préjudice moral et abandon. Allez-y, ai-je dit en me levant calmement. Poursuivez-moi. Mais sachez ceci, dès que vous déposerez une plainte, ce document deviendra un acte public. La commission des assurances le verra. Le fisc le verra. Et ils ne se soucieront pas de vos larmes de crocodile. Ils se soucieront des 150 000 € que vous avez détournés de l'État et que vous essayez de me voler à nouveau. Je les ai regardés une dernière fois. La peur panique dans leurs yeux était la seule forme d'excuse que j'allais jamais obtenir de leur part. J'ai fini, ai-je dit, je m'en vais. Et si vous essayez de me contacter ou de me harceler à nouveau, je n'enverrai pas seulement une mise en demeure. J'enverrai le dossier complet à la police judiciaire. Je me suis tournée et j'ai marché vers la porte d'entrée. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton. Ma main était parfaitement ferme. J'étais à 3 secondes de l'air frais et de la fin de ce cauchemar de 10 ans. Mais j'avais oublié une chose fondamentale à propos des narcissiques, ils ne laissent jamais leurs victimes partir sans combattre. Ils escaladent toujours. Un poids lourd a percuté le bois de la porte juste à côté de ma tête. Philippe ne s'est pas contenté de se mettre devant moi. Il a jeté tout son corps contre la porte, la poitrine haletante, son visage à quelques centimètres du mien. Il sentait le café rassis et la frustration violente. Il a tourné le verrou de sécurité avec rage. « Tu ne vas nulle part », a-t-il soufflé, sa voix descendant dans un grognement animal. « Pas avec ce téléphone. Pas avec cet enregistrement. » Derrière moi, Isabelle a poussé un petit cri étouffé de terreur. « Philippe, lâche-la. Tais-toi » a-t-il hurlé sans même la regarder. Ses yeux étaient fixés sur les miens, larges et injectés de sang. C'était l'explosion finale, le moment où le parasite réalise qu'il perd son hôte et décide de le détruire avant de mourir. « Donne-moi le téléphone, Léa. Donne-le-moi maintenant et peut-être que je ne te briserai pas l'autre bras. » La menace flottait dans l'air, lourde et terrifiante. Ce n'était plus mon père. C'était un homme acculé qui avait perdu son argent, sa maison et sa réputation en l'espace de 20 minutes. Et il avait besoin de blesser quelqu'un pour se sentir à nouveau puissant. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux avec un mépris total. « Tu viens de commettre l'erreur de trop, Philippe, ai-je dit très doucement. L'erreur a été de croire que tu faisais encore partie de cette famille. » A-t-il craché, cherchant à saisir mon poignet. J'ai retiré ma main brusquement et j'ai levé l'écran du téléphone devant son visage. Le minuteur de l'appel tournait toujours, 3 minutes et 42 secondes. J'ai composé le 17 avant même de te tendre le registre, ai-je dit. La ligne est restée ouverte tout ce temps. L'opérateur de police t'a entendu admettre la fraude. Il t'a entendu menacer de me briser le bras et il a certainement entendu le clic du verrou quand tu m'as enfermé. Philippe s'est figé instantanément. Ses yeux se sont tournés, horrifiés, vers l'écran. Séquestration, ai-je énuméré d'une voix redevenue purement clinique. Extorsion de fonds,
menaces de violence. Ça fait 3 crimes en 30 secondes. Tu es sur une sacrée lancée aujourd'hui. Tu n'oserais pas. A-t-il bégayé, sa prise sur la porte faiblissant. C'est déjà fait, ai-je répondu. Écoute bien. Le silence pesant de la maison a été soudainement brisé par le hurlement strident des sirènes de police déchirant le calme de la banlieue résidentielle. Elles n'étaient pas lointaines. Elles étaient déjà dans l'allée. Des gyrophares bleus et rouges brillaient à travers la petite fenêtre au-dessus de nous, peignant le visage terrifié de Philippe de nuances alternées de bleu. Pan. 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 Un poing lourd a frappé violemment de l'autre côté de la porte. Police. Ouvrez immédiatement. Philippe a reculé, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Il a regardé la porte, puis moi, puis les ruines fumantes de sa vie. Il paraissait tout d'un coup minuscule, ridé, fini. Ouvre, ai-je ordonné froidement. Il n'a pas bougé. Il ne pouvait plus. Il était paralysé par la réalité brutale qui s'abattait sur lui. Alors, je l'ai fait pour lui. J'ai déverrouillé le verrou et j'ai ouvert grand la porte. 2 policiers de la brigade d'intervention se tenaient sur le perron, les mains près de leurs étuis. Madame, êtes-vous en sécurité ? Je le suis maintenant, ai-je répondu en sortant sur le perron, passant devant mon père sans un regard. J'ai pointé l'intérieur de la maison du doigt. Cet homme a refusé de me laisser sortir sous la menace. Et vous voudrez sûrement fouiller ses poches pour trouver un document de fraude à l'assurance qu'il vient d'essayer de m'extorquer. En descendant les marches de l'allée, je ne me suis pas retourné pour les voir lui passer les menottes devant les voisins médusés. Je n'avais pas besoin de voir cette scène. J'ai simplement entendu le clic métallique des menottes et cela a suffi à mon bonheur. La paix coûte cher, parfois elle vous coûte votre histoire, elle vous coûte l'illusion confortable d'avoir une famille aimante. Mais alors que j'étais assise quelques jours plus tard sur mon balcon surplombant les toits de Lyon et la basilique de Fourvière, sirotant un café qui n'avait enfin plus le goût de l'anxiété, je savais que l'audit de ma vie était enfin terminé. Mon téléphone a émis un léger bip. Une notification officielle, État français contre Philippe et Isabelle Bernard. Jugement exécutoire rendu. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un résumé de la procédure de recouvrement forcé. Le fonds de garantie ne négocie jamais. Ils avaient déjà saisi le bateau. Ils avaient ordonné des saisies massives sur leurs salaires et leurs comptes. Et parce que mes parents avaient déjà dilapidé l'argent depuis des années, l'État avait forcé une liquidation judiciaire pour récupérer chaque centime restant. Ils ont tout perdu, la maison, les voitures, et surtout cette réputation sociale qu'ils chérissaient plus que leur propre fille. Quant à Théo, il faisait face à 3 ans de mise à l'épreuve et à une obligation de restitution totale pour sa complicité active dans la fraude. Le héros allait enfin devoir payer sa propre facture, seul. J'ai fermé l'email. Je ne me sentais pas joyeuse au sens classique du terme. La joie est un mot trop léger pour ce que je ressentais. Je me sentais enfin en équilibre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un nouveau carnet. Ce n'était pas un vieux registre graisseux. C'était un carnet de notes en cuir noir tout neuf, avec des pages blanches et nettes qui sentaient le renouveau. Je l'ai ouvert à la première page. Je n'y ai pas inscrit une dette. Je n'y ai pas inscrit une plainte. J'ai écrit un seul chiffre, ma valeur nette réelle. L'argent de la vente de la maison placée en toute sécurité, le salaire de mon poste de direction, et surtout, la valeur inestimable de mon silence retrouvé. J'ai regardé ce chiffre. Il était largement positif. Pour la première fois en 10 ans, je n'étais plus dans le rouge émotionnel ou financier. Je n'étais plus un actif à liquider par des parasites familiaux. J'étais une femme libre et souveraine. J'ai fermé le carnet, posé mon stylo et regardé le soleil se lever magnifiquement sur les Alpes au loin. La dette du sang était payée en totalité, jusqu'au dernier centime. J'espère que cette histoire vous rappellera que vous ne devez votre vie à personne, pas même à ceux qui vous l'ont donnée. Notre histoire touche à sa fin. Merci de votre écoute.